dès qu'elle a murmuré « Personne ne veut sortir avec moi ». J'ai senti que cette soirée allait basculer. Ce n'était pas une phrase lancée pour attirer la pitié, ni une plainte ordinaire. C'était une vérité lourde, posée là, entre deux tasses de café, comme une bombe silencieuse. Et quand elle a lentement remonté la manche de son haut, j'ai compris que ce moment allait changer bien plus qu'un simple rendez-vous. Je m'appelle Liam. J'ai 28 ans et je travaille sur des chantiers, dans une banlieue calme non loin de Seattle. Ma vie n'a rien d'extraordinaire. Je me lève avant le soleil, j'avale un café noir brûlant dans un thermos cabossé, puis je monte dans mon vieux pick-up qui grince à chaque démarrage. La journée se passe à porter du bois, couler du béton, assembler des maisons sous un ciel souvent gris. Le soir, je rentre dans mon petit appartement, à peine plus grand qu'un garage, avec une kitchenette qui sent toujours un mélange de nourriture froide et de solitude. Le lit grince, les murs sont fins, mais ça me suffit. Je ne rêve pas de luxe. Juste de tranquillité. Ça faisait presque 2 ans que je n'étais pas allé à un rendez-vous. Pas parce que j'étais brisé par une rupture dramatique, mais parce que j'étais fatigué. Fatigué des conversations forcées, des sourires polis, des questions sur l'avenir auxquelles je n'avais jamais de réponse brillante. Tu te vois où dans 5 ans? On me l'avait demandé tant de fois. Moi, je survivais surtout au jour le jour. Alors j'ai arrêté d'essayer. Être seul, c'était plus simple. Moins risqué. Jusqu'au jour où Maya m'a appelé. Maya, c'est mon amie depuis le lycée. Celle qui voit clair même quand je fais semblant que tout va bien. Elle ne m'a pas laissé le choix. Un rendez-vous arrangé. Un seul. Si c'est horrible, je t'offre des bières pendant un mois, m'a-t-elle promis. J'ai cédé, plus par épuisement que par espoir. Le café était petit, chaleureux, avec des murs en briques et des lumières jaunes suspendues au plafond. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle des pâtisseries. Je suis arrivé en avance, comme toujours, et j'ai choisi une table près de la fenêtre, face à la porte. Une habitude de survie, voir venir, pouvoir partir vite. Puis elle est entrée. Elle s'appelait Laura. Elle s'est arrêtée un instant près de la porte, comme pour rassembler son courage. Elle avait une trentaine d'années, des cheveux bruns à hauteur d'épaule et une façon de se tenir légèrement voûtée, comme si elle essayait de disparaître un peu. Elle portait un haut gris à manches longues et un jean large. Son regard balayait la pièce sans enthousiasme, mais avec prudence. Quand nos yeux se sont croisés, elle a hoché la tête et s'est approchée. Les premières minutes ont été banales. Les questions classiques. Elle était infirmière, spécialisée dans les soins aux grands brûlés. Moi, ouvrier du bâtiment. On parlait sans vraiment se dire grand-chose, remplissant le silence comme on nous l'a appris. Puis, soudainement, tout a changé. Laura a baissé les yeux vers sa manche. Elle a joué avec le tissu un instant, puis a pris une inspiration profonde. « Je préfère être honnête dès le début », a-t-elle dit, d'une voix calme, presque trop calme. Lentement, elle a remonté sa manche. Son bras était couvert de cicatrices. Pas de celles qu'on remarque à peine. Des marques épaisses, irrégulières, gravées dans la peau. Des cicatrices qui racontaient une histoire de douleur que je ne pouvais qu'imaginer. Le bruit du café autour de nous s'est estompé. J'ai senti son regard fixé sur moi, attendant la réaction qu'elle connaissait déjà trop bien. « Personne ne veut sortir avec moi », a-t-elle dit simplement. Il n'y avait ni colère ni tristesse dans sa voix. Juste un constat. Comme si elle avait déjà accepté cette réalité. Elle attendait que je détourne les yeux, que je trouve une excuse, que je m'éloigne poliment. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas touché ses cicatrices. Je n'ai pas fait de commentaires maladroits. J'ai simplement, doucement, ramené sa manche en place. Puis je l'ai regardée droit dans les yeux. « Je ne vais nulle part », ai-je dit. « Et si je partais maintenant, je crois que je le regretterais toute ma vie. » Son visage a changé. Pas brusquement. Lentement. Comme si une fissure s'ouvrait dans une armure portée depuis trop longtemps. Elle m'a observé, cherchant le mensonge, le doute. Elle n'a rien trouvé. Le silence entre nous n'était plus inconfortable. Il était d'os. Nécessaire. Après quelques minutes, elle a demandé, presque à voix basse, si je voulais vraiment connaître son histoire. J'ai répondu oui, sans réfléchir. Et elle a commencé. 4 ans plus tôt, un incendie avait ravagé son immeuble en pleine nuit. Une défaillance électrique. Le feu s'était propagé trop vite. Elle avait essayé de rejoindre ses parents, coincés plus loin dans l'appartement. Elle s'était brûlée en fuyant, attrapant une rampe en flammes. Elle avait survécu. Eux non. Elle racontait sans pleurer, comme si elle avait déjà vidé ses larmes ailleurs. Les opérations, les greffes de peau, la rééducation douloureuse. Et puis le miroir.
Le moment où elle ne se reconnaissait plus. Où elle avait compris que son corps porterait toujours cette nuit-là. Je l'écoutais, le cœur serré. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas spectateur, mais présent. Avant de continuer cette histoire, dis-moi quelque chose en commentaire. Depuis quel pays ou quelle ville regardes-tu cette vidéo? J'aime savoir d'où viennent les personnes qui écoutent jusqu'ici. Et crois-moi, ce détail compte plus que tu ne le penses. Quand elle a fini, Laura m'a demandé pourquoi moi, j'étais là. Pourquoi j'avais accepté ce rendez-vous. Je lui ai parlé de ma vie simple, de mes pères, de cette habitude que j'avais de me retirer avant d'être rejeté. Nos silences se ressemblaient. Nos blessures aussi, même si elles ne se voyaient pas. Ce soir-là, rien n'a été décidé. Pas de promesses. Pas de gestes grandioses. Mais en quittant le café, sous l'air frais et humide de Seattle, j'ai senti quelque chose changer. Pas encore de l'amour. Pas encore de l'espoir. Mais une possibilité. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour continuer. Les jours qui ont suivi cette soirée ne ressemblaient à rien de ce que j'avais connu auparavant. Il n'y a pas eu de message frénétique, ni de grandes déclarations. Juste un simple échange de numéros avant de se séparer, puis le silence. Un silence différent. Pas vide. Chargé. 2 jours plus tard, je lui ai envoyé un message sans trop réfléchir. J'espère que ta semaine se passe bien. Elle a répondu avec une photo du ciel couvert de Seattle, accompagnée de quelques mots. Mieux qu'hier. C'est devenu notre langage. Court. Honnête. On a commencé à se voir sans pression. Pas vraiment des rendez-vous. Plutôt des pauses dans la vie. Un parc près de mon chantier, avec un étang un peu sale et des bancs fatigués. Je ramenais des sandwichs, elle arrivait avec 2 cafés. On parlait du temps, de son travail à l'hôpital, des patients qu'elle aidait à reconstruire leur vie, parfois sans savoir qu'elle revivait sa propre histoire à travers eux. Moi, je racontais les chantiers, les maisons qui sortaient de terre, les erreurs qu'on corrigeait avant qu'elles ne deviennent dangereuses. Lentement, les conversations devenaient plus profondes, sans qu'aucun de nous ne force quoi que ce soit. Laura portait toujours des manches longues. Même quand le soleil se montrait timidement. Je voyais bien qu'elle tirait parfois sur le tissu sans s'en rendre compte, comme si ses vêtements étaient une armure. Je n'ai jamais insisté. J'avais compris que la confiance ne se demandait pas. Elle se gagnait. Un soir, elle m'a écrit après une longue garde. Journée difficile. Tu veux marcher un peu? On s'est retrouvés sur un sentier au bord de l'eau. Le brouillard enveloppait tout, les lampadaires formaient des halos flous. Elle marchait lentement, silencieuse. Puis elle a parlé. Un collègue avait fait une remarque maladroite. Rien de méchant, mais suffisamment pour réveiller de vieux souvenirs, les regards insistants, la pitié, parfois le dégoût. Elle s'est refermée après ça. Pendant plusieurs jours, je n'ai plus eu de nouvelles. Je n'ai pas insisté. J'ai juste envoyé un message. Je suis là, quand tu veux. Pas de questions. Pas de reproches. Quand elle est revenue, elle s'est excusée. Et c'est là que j'ai compris. Ces cicatrices ne servaient pas seulement à raconter une histoire. Elle la protégeait. Elle lui rappelait de garder ses distances. Comme moi, avec ma vie trop simple, trop ordinaire, que je cachais pour éviter d'être jugé. Quelques semaines plus tard, je lui ai parlé d'un événement auquel je participais. Un chantier solidaire, organisé pour construire une aire de jeu pour des enfants victimes de brûlures. Un projet simple, mais important. Je lui ai proposé de venir, sans insister. Son visage s'est fermé immédiatement. Elle avait peur. Peur d'être regardée. Peur d'être réduite à ses cicatrices. Je n'ai rien répondu sur le moment. Le soir même, je lui ai écrit. Si tu viens, je resterai à tes côtés tout le temps. Tu n'auras pas à être forte toute seule. C'était sincère. Le samedi matin, quand je l'ai vue arriver, mon souffle s'est coupé. Elle portait un t-shirt à manches courtes. Ses cicatrices étaient visibles, exposées à la lumière du jour. Elle semblait tendue, mais déterminée. Je me suis approché, j'ai posé une main légère sur son épaule. Content que tu sois là. Quelques regards se sont posés sur elle. Rapidement détournés. Puis les enfants sont arrivés. Ils n'ont pas regardé comme les adultes. Ils se sont approchés, curieux, directs. Tes bras ressemblent aux miens, a dit un petit garçon en montrant son pansement. Laura s'est figée. J'ai hoché la tête. Elle a respiré profondément et s'est accroupie. Elle leur a raconté une histoire. Une princesse du feu. Une héroïne qui avait affronté les flammes et en était sortie plus forte. Les enfants écoutaient, fascinés. Ils riaient, posaient des questions. À la fin, ils voulaient tous son autographe, comme si elle était une star.
Je la regardais de loin, le cœur serré. Elle ne se cachait plus. Elle brillait. À la fin de la journée, elle m'a pris à part. Sa voix tremblait. Je n'aurais jamais cru pouvoir faire ça. Mais avec toi, ça m'a donné envie d'essayer encore. De faire confiance. Je lui ai avoué que j'avais peur aussi. Peur de m'attacher. Peur de ne pas être à la hauteur. Mais que j'étais prêt à avancer, lentement, ensemble. Après cet événement, quelque chose s'est apaisé entre nous. Les messages étaient plus fréquents. Les sourires plus faciles. Mais la vie n'aime pas les lignes droites. Un soir d'automne, alors que je rentrais épuisé, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. L'hôpital. Laura s'était effondrée après une garde interminable. Elle était stable, mais il m'attendait. La route jusqu'à l'hôpital m'a semblé interminable. Quand je suis entré dans sa chambre, elle paraissait si petite, allongée sous la lumière froide. Elle a essayé de sourire. Puis elle a craqué. Pas à cause de la douleur physique. À cause de la fatigue. De la culpabilité. De cette peur constante d'être trop brisée. Elle pleurait, me demandant si je finirais par partir moi aussi. Si je me lasserais de ses failles. Je ne l'ai pas interrompu. Je suis resté. Je lui ai tenu la main. Je lui ai dit que je n'étais pas là pour une version parfaite d'elle. Que je voulais tout. Même le chaos. Je suis resté chaque jour. J'ai pris des congés. Je lui ai lu des livres. Apporté du thé. Rien d'héroïque. Juste présent. Quand elle est sortie de l'hôpital, je l'ai raccompagnée chez elle. Avant que je parte, elle m'a demandé d'entrer. Elle voulait me montrer quelque chose. C'était une pièce remplie de toiles. Des peintures abstraites, pleines de douleur et de lumière à la fois. Sa façon à elle de survivre. Je lui ai dit qu'elles étaient magnifiques. Elle m'a demandé si ça ne me faisait pas peur de rester avec quelqu'un qui ne serait peut-être jamais totalement guéri. Je lui ai répondu que personne ne l'était vraiment. Avant de continuer, dis-moi, si cette histoire te touche, laisse un commentaire et dis-moi d'où tu regardes cette vidéo. Ça aide énormément la chaîne et ça me permet de lire vos messages. La suite va tout changer. Les semaines qui ont suivi ont glissé doucement, presque sans bruit, comme si la vie nous laissait enfin respirer. Rien n'était spectaculaire, et pourtant tout était différent. On ne s'est jamais assis pour dire officiellement que nous étions ensemble. On a juste commencé à agir comme deux personnes qui choisissent de rester. Les messages du matin, les appels rapides entre deux pauses, les silences confortables où il n'y avait plus besoin de se justifier. Laura allait mieux, mais je voyais bien que certaines nuits restaient difficiles. Parfois, elle se réveillait en sursaut, le regard perdu, prisonnière d'images que je ne pouvais pas effacer. Je ne faisais pas de grands discours. Je restais là. Une main sur la sienne. Une présence. Et peu à peu, elle recommençait à dormir. Un soir, assis sur le petit balcon de son appartement, elle m'a parlé de ses peintures. De ce besoin de transformer la douleur en quelque chose de visible, presque beau. Elle doutait encore. Elle se demandait si ça avait un sens, si quelqu'un pourrait un jour regarder ces toiles sans voir seulement la tragédie. Je lui ai dit que l'art n'était pas là pour être compris par tout le monde, mais pour être vrai. Elle a souri, timidement, comme si cette idée lui donnait enfin la permission d'exister pleinement. L'été est arrivé sans prévenir. Un week-end, je lui ai proposé de quitter la ville, juste une journée. La côte, pas loin d'Olympic National Park. Elle a hésité, puis accepté. Sur la route, les fenêtres ouvertes, l'air salé se mêlait à l'odeur des pins. Laura portait un débardeur. Ses cicatrices étaient visibles, libres. Elle a surpris mon regard, au lieu de se fermer, elle a souri. Ça fait encore peur, a-t-elle dit. Mais moins qu'avant. Sur la plage, le bruit des vagues couvrait tout. Les gens passaient sans s'arrêter. Personne ne la fixait. Ou peut-être que si, mais elle ne s'en rendait plus compte. Elle riait, éclaboussait l'eau froide, vivait. Et à cet instant précis, j'ai compris quelque chose d'essentiel. L'amour n'était pas en train de la sauver. C'était elle qui se sauvait elle-même. Moi, je faisais juste partie du chemin. Quelques semaines plus tard, je l'ai emmenée rencontrer ma mère. Un petit village à l'est de Seattle, une maison simple, un jardin plein de fleurs sauvages. J'étais nerveux. Pas à cause de Laura. À cause du monde. Mais ma mère ne lui a laissé aucune chance de douter. Elle l'a serré dans ses bras, sans hésitation, sans regard appuyé. « Tu es forte », lui a-t-elle dit simplement. Laura a dû détourner les yeux pour cacher ses larmes. Ce jour-là, j'ai vu une partie de son poids s'alléger. La vie a continué. Les chantiers pour moi. L'hôpital pour elle.
Mais quelque chose avait changé à l'intérieur. Laura a commencé à parler dans un groupe de soutien pour Grand Brûlé, puis a organisé des ateliers de peinture pour des enfants traumatisés. Je l'aidais à installer les toiles, à nettoyer les pinceaux. Elle m'appelait en riant son assistant officiel. Et moi, je la regardais devenir quelqu'un qu'elle n'osait même pas imaginer autrefois. Un soir d'automne, alors que les lumières de la ville scintillaient sous nos yeux, elle s'est tournée vers moi. Tu sais, je croyais que personne ne pourrait aimer quelqu'un comme moi. Pas vraiment. Elle a posé sa main sur son bras, là où les cicatrices racontaient encore leur histoire. Et puis tu es resté. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pensé à mes propres peurs. À cette vie simple que je cachais comme une honte. À cette conviction que je n'étais jamais assez. Je suis resté, ai-je dit finalement, parce que tu ne m'as jamais demandé d'être autre chose que moi-même. Et ça, c'est rare. Il n'y a pas eu de promesse éternelle ce soir-là. Pas de grands mots. Juste une certitude tranquille. On n'était pas réparés. Mais on avançait, ensemble. Et parfois, c'est bien plus solide que n'importe quelle perfection. Si tu es arrivé jusqu'ici, prends une seconde. Dis-moi en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. Ton pays, ta ville. Je lis vraiment vos messages et ça me rappelle pourquoi ces histoires méritent d'être racontées. Et si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait ressentir quelque chose, alors abonne-toi, laisse un like, partage-la avec quelqu'un qui en a peut-être besoin aujourd'hui. Parce que parfois, il suffit d'une seule personne qui décide de rester pour que tout change. Laura et moi, on n'a pas effacé le passé. On a appris à vivre avec. Et dans ce choix quotidien de ne pas fuir, on a trouvé quelque chose de simple, de vrai. Une paix qu'aucun de nous n'attendait, mais qu'on était enfin prêt à accepter.